Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On parle des demandeurs, demandeuses d'emploi. On parle du chômage. Alors, sur le plan statistique, le chômage a baissé. Et c'est vrai que c'est une communication médiatique régulière, mensuelle, où on voit régulièrement les chiffres du chômage et le chômage reculer. Sauf que derrière ceux qui restent demandeurs d'emploi, il y a des femmes, il y a des hommes, et qui vivent souvent des situations délicates, difficiles, sur le plan de la santé, santé mentale, la peur de l'oubli, le déclassement, l'isolement, et puis parfois des dégradations de santé tout court, parce qu'on est affecté. Et c'est très compliqué finalement d'aller à leur rencontre. C'est pas si simple, et on va en parler avec mes invités, bien au-delà des statistiques, parce que c'est vrai qu'on exhibe les statistiques du chômage sans voir que derrière, il y a des êtres humains. On en parle avec Sophie Fesneau. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Sophie, directrice générale de l'association Force Femmes. Et on en parlera avec vous dans quelques instants. Vous essayez en tout cas de toucher ces femmes cadres, principalement cadres, qui se retrouvent à 45 ans, 40 ans, au chômage. 45 ans, donc entre 45... Des seniors, comme on dit. Oui, alors c'est assez terrible, mais à 45 ans sur le marché de l'emploi, quel horrible mot. Déjà des seniors. Et donc c'est des femmes entre 45 et 60 ans qui se tournent vers nous dans 10 villes en France, autour de nos 10 antennes, pour effectivement bénéficier d'un accompagnement pour redéfinir leur projet professionnel et retrouver un emploi ou créer leur entreprise. Et créer l'entreprise, ça marche les entreprises en ce moment. On a vu les chiffres là récents. Vincent Godbout, merci de revenir sur notre plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. Délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage. Et je voudrais montrer ce document, la santé au risque du chômage, avec Force Femmes, avec Territoire Zéro Chômeur de longue durée, la Cravate Solidaire et Solidarité Nouvelle face au chômage, qui est une synthèse d'une enquête sur la santé des demandeurs d'emploi. Voilà, je vous le montre, c'est très détaillé. D'ailleurs, on a extrait quelques chiffres de cette étude menée de mars à juin 2021, donc on était en plein Covid. En plein Covid, parce que pour nous, c'était extrêmement important, 3 ans après notre premier rapport sur cette question, de revenir avec d'autres acteurs sur cette question de la santé au chômage pendant en pleine crise sanitaire. Vincent Godbout, je vous pose la question, et je la pose évidemment aussi à Sophie. Encore une fois, je le redis pour commencer notre débat, on parle du chômage en termes de statistiques, d'enjeux politiques, c'est-à-dire on fait reculer le chômage, il y a le chômage de masse, les politiques agissent. On ne parle jamais de ce sujet de la santé et du chômage. Qu'est-ce que ça provoque lorsque un salarié apprend que dans les semaines qui viennent, elle va tomber, on dit souvent tomber dans le chômage? Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un choc psychologique d'abord, et donc les personnes que l'on rencontre, il faut d'abord leur permettre de vivre le deuil. Des psychologues expliquent ça beaucoup mieux que moi, mais il y a une phase de deuil du travail précédent. C'est la mort sans travail. C'est la mort sans travail. Mais c'est aussi la mort sans réseau social. Parce que quand vous êtes au travail, vous rencontrez des collègues, vous rencontrez des clients, vous rencontrez des fournisseurs. Et du jour au lendemain, vous n'avez plus de boîte mail pro, vous n'avez plus ce type de relation. Plus le badge pour entrer. Plus le badge pour rentrer, et on considère à Solidarité Nouvelle face au chômage qu'en 9 mois, vous vous retrouvez seul. Donc une dégradation psychologique. Donc dégradation psychologique, donc dégradation du lien social, donc éventuellement dans certains cas, naissance d'addiction et apparition d'addiction, alcool, drogue, stupéfiants, tabac, etc. Et puis, évidemment, diminution des revenus économiques, ce qui contraint, mais je pense que nous y reviendrons parfois, les personnes à faire des choix entre la possibilité de se nourrir correctement et donc d'avoir une bonne santé physique. Vous nous dites implicitement, sans le dire, que d'abord il y a aussi une perte de pouvoir d'achat. Bien sûr. Il y a des carences, on va en parler. Il y a des 6 mois où pendant 6 mois on n'a pas un revenu et que tout d'un coup on mange moins bien, que tout d'un coup on sort plus et que tout d'un coup on se dégrade. Tout s'affaisse. C'est un diagnostic réel, vous les croisez, ces femmes. C'est ça l'histoire typologique. C'est ça l'histoire typologique, et on constate que souvent elles viennent à Force Femmes au bout de ces 9 mois, en fait, justement. Puisque y a les premiers mois où effectivement on se dit que ça va aller, qu'on va rebondir, et au bout de quelques mois, effectivement, l'isolement prend le pas, et on s'aperçoit qu'a priori on va avoir du mal à s'en sortir tout seul. Surtout que dans beaucoup de cas, pour les femmes qui viennent à nous, elles ont pu être en poste de longue durée, en fait, par exemple 10 ans, 15 ans dans une avec entreprise. Des responsabilités, puisque vous parlez de cadre. Avec des responsabilités. Vous avez une existence sociale. Et donc au moment où ça s'arrête, on se dit d'emblée que ça va aller, puisque effectivement on avait un poste cadre, une existence sociale, et on s'aperçoit effectivement qu'on se retrouve isolé, et c'est là
on va dire, les difficultés psychologiques commencent. Et la première raison qui leur fait pousser la porte de Force Femmes, c'est la perte de confiance en soi, évidemment, avec effectivement la santé psychique qui se dégrade. On a quelques chiffres qu'on va voir sur la dégradation de l'état de santé qui est due au chômage des personnes qui avaient été interrogées il y a un petit peu moins d'un an. Sur les divorces, parce que le cinéma, la fiction s'est emparée. Alors on voit le chiffre, 38 personnes. Moi j'avais annoncé 60, mais on peut citer ce chiffre-là. 38% des personnes interrogées évoquent une dégradation de leur état de santé. Et puis restons sur le 60%. 60% estiment que la dégradation de leur état de santé est due au chômage. Voilà, ça ce sont des éléments factuels. Les divorces, puisqu'on parle d'une dégradation psychologique, d'un manque de confiance, et tristement, souvent le couple se délite. Est-ce que vous le constatez ? Alors, je ne sais pas si le couple se délite à cette occasion-là. Ce que je sais, c'est qu'en moyenne, chez Force Femmes, 30% des femmes qu'on accompagne sont divorcées. Donc, ça rajoute effectivement une difficulté d'ordre financier et d'ordre psychologique, puisque effectivement, ça s'arrête et ça va se coupler aussi à l'âge plus de 45 ans. Le fait de devoir aider ses parents âgés, d'aider ses enfants qui peinent à rentrer sur le marché de l'emploi. Donc, nous, c'est ça. C'est ce cumul des difficultés qui dégrade la santé psychologique, effectivement, qu'on voit dans les femmes qu'on accompagne. Vincent Godbout, 60% estiment que leur dégradation de leur état de santé est due au chômage. Vous êtes un des acteurs, vous faites partie de ces acteurs qui travaillaient à l'accompagnement humain aussi, au-delà des chiffres. Oui. Qu'est-ce que font les pouvoirs publics ? Parce qu'il y a des structures associatives, il y a Force Femmes, il y a ce que vous faites, qui est un boulot incroyable, mais on n'en parle jamais dans les médias mainstream. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que suite à notre rapport qu'on avait sorti en 2018, Pôle emploi nous a remerciés publiquement en disant « Vous nous avez permis de prendre conscience du fait que… Oui. » Ce qui est très intéressant, invisible, quoi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que la semaine dernière, la ministre du Travail a lancé une expérimentation avec Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi de longue durée où la question de santé va être prise en compte. C'est une expérimentation. C'est-à-dire concrètement, dans 12 agences. Ouais. Et donc, il y a des conseillers qui vont être plus spécialisés dans ces 12 agences de Pôle emploi sur ces questions de santé. Et donc, en fait, c'était une de nos questions dans notre rapport en commun, de publier cette fin d'année, suite au témoignage des personnes accompagnées, c'est il faut que les personnes du service public de l'emploi s'emparent de cette problématique. Il faut qu'il y ait des gens qui soient formés. Alors, certes, il y a les psychologues du travail à Pôle emploi, qui sont peu connus. Il y en a 1000 à peu près, 1000, 1500. Peu connus. Peu médiatisés. Voilà. Mais il y a aussi toutes ces questions de sensibilisation du conseiller à cette question de... Le conseiller, bien sûr. Du conseiller en propre. Il y a quelqu'un qui est abattu, Est-ce qu'il doit, dans les questionnaires, parce qu'il y a quand même des questionnaires types, rajouter avez-vous des problèmes de santé depuis quand êtes-vous allé voir le médecin ? Est-ce qu'il peut aller jusque-là dans l'expérimentation ? À ce stade, ce n'est pas dans les documents. Mais c'est ce qu'évidemment nous souhaitons. J'imagine. Mais évidemment, derrière, il y a beaucoup de problèmes de confidentialité. Évidemment. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers que Pôle emploi et la CNAM aient signé une convention ensemble, parce que derrière, il y a évidemment des échanges de données qui sont extrêmement importants, mais il faut aller plus vite. On a des chiffres sur le nombre, parce que ce rapport, cette étude donc été bâtie sur près de 1000 répondants. On a des chiffres précis des personnes que vous souhaitez toucher ? Non. On n'a pas de chiffres. Non. Alors la CNAM a certainement des statistiques. Pôle emploi CNAM, ouais. également, mais non. On a un ordre de grandeur ? Alors, on a, nous, un ordre de grandeur sur... Par les membres qui poussent la porte ? Alors, ce qu'on sait, nous, c'est qu'il y a 845 000 femmes au chômage de plus de 45 ans en France. Ensuite, on sait la proportion qui ne reste pas en accompagnement chez Force Femmes parce que, justement, elles ont d'autres difficultés, que ce soit la santé psychique, ça peut aller jusqu'au mal logement, et où, effectivement, nous, on les réoriente vers les structures adaptées. Et donc, on voit, effectivement, ce pourcentage de femmes qui nous quittent pour ces raisons parce qu'elles ne sont pas du coup aptes à rechercher un emploi à ce moment-là tant que ces questions ne sont pas résolues, et c'est de l'ordre de 15%. Est-ce que c'est une parole, je dirais, cadenassée, la parole des hommes et des femmes au chômage, souvent de longue durée, qui sont en perte de confiance ? C'est des gens qui souvent se replient sur eux-mêmes et qui ont un besoin fou
au moins de poser leur bagage et de raconter leur histoire. Est-ce que vous l'avez vécu, j'imagine? C'est la première étape, ça. Racontez-moi donc. Nos bénévoles le voient au quotidien. Effectivement, c'est la première étape, en effet. Et qui peut durer tout au long des 9 mois d'accompagnement, d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on peut déceler, effectivement, ce type de problème. Même analyse chez vous? Même analyse, on n'est pas là pour juger, donc les personnes s'expriment librement sur l'ensemble des difficultés qu'elles ont. Il faut quand même noter, il faut quand même voir un peu où ça coince. Nous, on n'est pas là pour juger, on est simplement là pour apporter au pouvoir public et aux décideurs des questionnements et des propositions que nous font les personnes qui vivent ces situations de chômage. Et puis je reviens sur un point tout à l'heure. Comme disait Sophie, les gens, on les voit arriver au bout de 9 mois. De plus en plus, il y a des ruptures conventionnelles. Les gens disent, je pars, j'ai un peu d'argent, je suis tranquille pendant quelques mois. Nous, avec des carences chômage, faut le préciser, souvent les gens s'en aperçoivent que trop tard. Tout à fait. Et nous, de notre responsabilité associative, il est de dire, ne laissez pas le temps filer. Oui, tout à fait. Faites-vous accompagner le plus tôt possible. Vous les invitez, parce que c'est un peu un débat politique qui a agité la campagne présidentielle, sur l'idée de on réforme l'assurance chômage parce qu'il faut qu'avec cette pénurie de main-d'œuvre, il faut que les gens se remettent en mouvement. Qu'est-ce qu'ils vous répondent d'ailleurs? Parce que c'est pas si simple. Ce qu'ils nous répondent, alors là, si, c'est très simple. Ce qu'ils nous répondent, c'est nous sommes mis en concurrence avec d'autres personnes qui sont en pleine forme. Mais nous, on ne s'est pas préoccupé de notre santé pendant que nous étions au chômage. Et donc, on me demande d'être le meilleur au moment où je suis le plus faible. Et donc, face à d'autres candidats, j'arrive pas à trouver cet emploi. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est quand même entre le point A du départ de l'entreprise et le moment où il vous rencontre, on a un individu dont l'état psychologique s'est effrité, s'est dégradé et qui n'a plus le punch pour aller faire les entretiens. C'est bien ça, Sophie? Ça. Et effectivement, nous, on essaye de communiquer pour que les femmes viennent à Force Femmes tout de suite, en fait, parce que comme on s'aperçoit qu'il y a ce délai où C'est comme une maladie, il faut la traiter très vite. Tout à fait. Oui, alors effectivement, dit comme ça, mais en effet, vous avez raison, il faut la traiter très vite parce qu'au moment où on part, on est encore un petit peu sous le choc, mais malgré tout dans de bonnes dispositions pour rebondir, en tout cas pour les femmes qui sont accompagnées par Force Femmes. Et plus le temps passe, plus on s'aperçoit que c'est franchement l'isolement, en fait, la principale difficulté. Donc le manque de parole, le manque de parole, de dire les choses. Poser les mots sur les difficultés qu'on va rencontrer et puis aussi poser les mots sur le fait qu'on pensait avoir rapidement des entretiens parce que par exemple à 45 ans, pourquoi on se dit je suis en pleine forme, ça va repartir, mais c'est bien sûr. Évidemment, bien sûr, et on n'a pas intégré que cette difficulté sur le marché de l'emploi allait effectivement... On ne veut pas le voir. Et puis honnêtement, à 45 ans... C'est vrai. Il y a l'expérience. Il y a l'expérience, il y a... Il y a l'expérience, il y a la confiance en soi, il y a le fait qu'on quitte un poste sur lequel on avait des responsabilités où ça se passait plutôt bien. Et donc effectivement, on ne se dit pas d'emblée, ça va être problématique. Et ça érode la confiance en soi et ça effrite la santé psychologique de s'apercevoir qu'on ne s'est peut-être pas confronté au marché de l'emploi pendant les 10 années précédentes et qu'au moment où on y retourne, en fait, c'est bien plus complexe que ce qu'on avait imaginé. Donc, pour qu'on termine cette page, vous les invitez quand même à être le plus proactif lorsqu'une annonce passe. Vous leur dites, attendez, ça correspond peut-être pas tout à fait à votre... allez-y, reprenez le chemin du travail. C'est ça que vous leur dites? On leur dit à eux, mais on le dit aussi à tout le monde. Et à tout le monde, parce que dans notre entourage, on a forcément quelqu'un qui demain va tomber au chômage, Et c'est de notre responsabilité que de lui dire à cette personne, mais fais-toi accompagner le plus tôt possible. Les associations le démontrent au quotidien, les personnes que nous accompagnons. Reste pas dans ton coin. Reste pas dans ton coin va seul. Parler, va t'asseoir dans les assos, va t'exprimer. Et en plus, il y a une forme de bilan de compétences chez vous, si j'ai compris. On vous remettez un peu d'équerre, tout ça? Oui, c'est ça. Et que ce soit pour retrouver un emploi salarié ou monter une entreprise, c'est vraiment ça le message. Ne reste pas seul, va discuter de ton projet. Regardons tout de suite si effectivement c'est viable, si le secteur d'activité, pour une entreprise qu'on voudrait créer, pour retrouver un emploi salarié, est-ce que le secteur d'activité où tu étais, c'est encore possible ou est-ce qu'il va falloir envisager de se repositionner sur d'autres secteurs? Et ça, c'est un travail que nous aussi, on a à faire, c'est-à-dire le deuil de retrouver... on en revient au début de notre entretien, c'est-à-dire faire le deuil définitif d'un métier qu'on aimait, mais on s'est rendu compte que le secteur était bouché ou que le métier disparaissait. Voilà. Donc là, c'est un deuil douloureux. Ça, c'est un deuil douloureux. Parce qu'il faut se reformer, Sophie. Il faut se reformer et il faut se dire qu'effectivement, les 15 ans d'expérience qu'on a acquis seront certes transférables, mais qu'en l'occurrence, on ne retrouvera pas l'équivalent dans le domaine qu'on aimait potentiellement bien.
Il y a quand même un chiffre qui est très lié à ce que vous dites. Il y a manque de confiance, difficulté finalement à se remettre en question, à basculer vers autre chose. C'est pas simple, même quand on a 45 ans. Et puis il y a quand même des sacrifices que font les demandeuses et demandeurs d'emploi sur l'alimentation, vous l'évoquiez, mais là il y a ce chiffre, 22% des répondants disent avoir renoncé à des soins pour raisons financières. On va plus chez le dentiste, on va pas chez l'ophtalmo. C'est ça, hein ? On va plus nulle part, puisque de toute façon on est seul et qu'on a le sentiment, enfin, pas que le sentiment, mais qu'il risque d'y avoir un reste à charge également à payer. Et donc on ne se soigne plus. Et on ne prend pas de mutuelle. Et on ne prend pas de mutuelle. C'est ça la réalité. Bah, bien sûr, c'est que la mutuelle, on l'avait dans l'entreprise. Et on la perd soudain, cette mutuelle. Et si ça fait plus d'un an, on avait bénéficié du prolongement et on se dit, bah non, là j'arrête. Et en fait, finalement, ça peut reprendre encore plus d'un an à retrouver un emploi, donc potentiellement sans cette mutuelle. Et je reviens sur la question du deuil. Il y a le secteur d'activité, mais aussi souvent le fait de ne pas retrouver un emploi rémunéré au même niveau que le précédent. Ça, c'est l'exigence aussi de dire, je gagnais tant. Il n'est pas acceptable de. Mais qu'est-ce que vous conseillez sur ce sujet ? Parce que ça aussi, c'est un sujet sensible. Hein. Nous, on ne conseille pas. Ce qu'on constate, par contre, c'est que nombre de personnes qui sont en recherche d'emploi acceptent de diminuer leur rémunération. C'est dur, hein, psychologiquement. C'est très dur psychologiquement. Ça fait partie du circuit, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que beaucoup de chercheurs d'emploi acceptent de diminuer un peu les prétentions et leurs prétentions. Alors, c'est humiliant, certes, mais contrairement au discours un peu ambiant, les personnes acceptent de baisser leurs prétentions. Et ça, c'est extrêmement important de le signaler aussi, quoi. Statistiquement, nous, dans les enquêtes qu'on mène post-accompagnement, c'est une vraie réalité et c'est un pourcentage de l'ordre de 40%. Je ne veux pas vous emmener sur le terrain de la campagne présidentielle ou de la réforme de l'assurance chômage, mais vous la suivez, puisqu'il y a des impacts directs sur ceux que vous recevez. Donc, ils vous en parlent. Cette espèce d'adéquation entre l'idée que les demandeurs d'emploi seraient de gigantesques feignants et n'iraient pas chercher l'emploi, vous avez en face de vous des femmes et des hommes. Quel regard vous portez sur cette question tellement caricaturale ? Nous, c'est très simple. L'ensemble des candidats ou candidates à la présidentielle, nous les invitons à venir nous rencontrer à Solidarité Nouvelle face au chômage, ainsi que les personnes qui sont en recherche d'emploi. Les 4000 personnes que nous accompagnons chaque année sont des personnes qui cherchent du boulot. Et on peut le démontrer à tous les candidats. Et il est d'une responsabilité et des politiciens d'arrêter les petites phrases disant qu'on va trouver facilement, etc. Stigmatisantes. Et franchement, mais venez rencontrer les personnes que nous accompagnons au quotidien. Vous verrez le boulot formidable qui est fait par les bénévoles, que ce soit chez Force Femmes, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, La Cravate Solidaire, SNC chez nous. Il y a des personnes qui s'engagent, qui donnent de leur temps, qui partagent de leurs revenus en étant généreux, faisant des dons aux associations pour qu'on puisse avoir les moyens d'accompagner ces personnes. En face, il y a des personnes qui nous contactent pour être accompagnées. Ils doivent être désœuvrés quand ils entendent ce débat, ces personnes qui vous disent « Mais attendez, j'ai envoyé 50 CV ». Il faut changer de regard sur les personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est un peu comme le mot senior, j'ai presque envie de dire, c'est même dans la terminologie, parce que tout d'un coup, t'es demandeur d'emploi, hop, on a basculé, on n'est plus dans le même monde. Vous voyez, on est isolé d'un coup par ce mot. On est isolé par ce mot et effectivement, les gens qu'on accompagne cherchent réellement un emploi. Ça me rassure, non, parce que c'est important d'entendre les acteurs. Effectivement, ce qui se passe aussi, c'est qu'avec le digital, on envoie effectivement 100 candidatures et il ne se passe rien parce que ces nouveaux canaux, c'est quand même assez différent de ce qui pouvait se passer quand les personnes cherchaient il y a 10 ans. Maintenant, elles sont confrontées à ça. Et qui demande, vous dites, une petite maîtrise, j'imagine, un tout petit peu de vista. Oui. Parce qu'on envoie. Puis et on a le sentiment, on se sent encore plus nul, d'après ce que je peux constater, parce qu'il y a zéro retour. Or, c'est juste le jeu. Quand on postule à quelque chose sur LinkedIn, il y a 450 candidatures, donc de fait, il n'y aura pas de réponse. Mais pour les demandeurs d'emploi, c'est extrêmement difficile à vivre. Mais Vincent Godbout. Le moment est peut-être venu aussi pour les recruteurs de se réinterroger sur leur méthode de recrutement et d'intégration dans l'emploi, notamment de ces chercheurs d'emploi. C'est la raison pour laquelle on a monté un laboratoire à SNC qui s'appelle le laboratoire des entreprises engagées, où ensemble, on essaie de co-construire des expérimentations pour recruter de nouvelles manières et pour intégrer ces personnes qui ont connu des périodes de chômage avec peut-être des méthodes différentes. Dernière partie de l'émission alors j'aime le terme, on a la médecine du travail qui est d'ailleurs assez contestée dans son organisation, certains souhaitent la réformer, d'autres la supprimer, mais certains évoquent, et vous en faites partie, la création d'une médecine du chômage. Ça c'est une idée intéressante, je vois lever les yeux au ciel, c'est un peu exagéré, c'est une formule journalistique ou est-ce qu'il faudrait avoir un vrai service
au sein de Pôle emploi, dans les lieux où les demandeurs d'emploi se présentent, pour les ventiler, pour les aider. Ça n'existe pas, hormis le psychologue Pôle emploi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on sait que tous, parmi nous, allons connaître une période de chômage, à un moment de notre vie. Donc en fait, le chômage fait partie de la vie au travail. Et donc effectivement, pourquoi la médecine du travail ne se préoccuperait-elle pas aussi des personnes qui sont en recherche d'emploi ? C'est-à-dire les prendre en charge comme un salarié. Exactement, parce que c'est aussi préparer pour le prochain employeur le fait que la personne qu'il recrutera soit en bonne santé. Et ça, ce serait extrêmement intéressant et non stigmatisant, parce que si on crée une médecine des chômeurs... Automatiquement, c'est le dispensaire pour les chômeurs. Je suis entièrement d'accord. D'où le fait que vous leviez les yeux au ciel, parce qu'il faut l'intégrer Exactement. à la structure de la médecine du travail. Vous êtes sur la même ligne parce que vous avez des femmes, dont vous me disiez tout à l'heure, elles étaient dépressives, parfois addictives. Comment on fait avec ces profils ? Alors effectivement, on a un déficit, on est en peine pour les orienter, en effet, parce qu'en l'occurrence, chez Pôle emploi, on voit qu'elles ne le sont pas. Et chez nous, pas forcément non plus, puisque nos bénévoles savent les réorienter sur le marché de l'emploi, mais n'ont pas forcément la compétence. Donc on a créé des annuaires, on essaye de créer en lien avec les bénévoles des façons de pouvoir les orienter vers les bons organismes, mais il y a clairement un déficit. On travaille aussi avec certaines entreprises comme Clésia par exemple, dont c'est la compétence, et quand on décèle via nos bénévoles des situations difficiles sur le plan de la santé psychique ou physique, ils nous aident en jouant ce rôle de hub pour les orienter, mais en effet, ça reste parcellaire. Les femmes, puisque vous traitez des femmes, mais il y a aussi bien sûr des hommes, il ne faut pas les oublier, qui aussi sont souvent chefs de famille et c'est souvent un écroulement. C'est quoi les typologies de maladies ou de déviance ou de dérive ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les profils ? Beaucoup de dépression, j'imagine ? D'abattement ? Chez les femmes ? Chez les femmes ? Oui, c'est dépression, abattement et sentiment qu'on ne va pas s'en sortir et qu'on est... Alors, comme elles sont en majorité, une grande part est divorcée, il y a ce côté, effectivement, soutien de famille et où les choses s'effondrent autour, puisqu'il faut aider les parents âgés, il faut aider les jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Et du coup, cette situation pour la femme seule, effectivement, est encore plus compliquée. Et intenable. Et les hommes sont très touchés psychologiquement aussi, puisqu'on parle des femmes, les familles dites monoparentales, on l'a entendu, mais l'homme, père de famille, le cinéma s'est emparé de ces sujets et on voit souvent des films dramatiques parce que c'est un homme qui fait croire, même parfois, qu'il a gardé son emploi et qu'il ne l'a plus. Exactement. C'est son orgueil, c'est sa virilité. La problématique est exactement la même et des psychologues ont travaillé sur cette question. Le nombre de suicides chez les chômeurs, hommes ou femmes, est extrêmement important. Le CNRS a travaillé à cette question. Mais vous l'évoquiez, le chiffre était extravagant. C'est extrêmement important. Et donc, effectivement, ce problème de dépression est majeur. C'est vraiment un problème majeur chez les personnes que nous accompagnons. Et on parle trop peu de l'impact, effectivement, que ça a. Je ne suis pas là pour faire la morale, mais sur la vie de famille et sur les enfants. Et pas forcément les enfants qui prennent une activité, mais aussi les enfants scolarisés, qui ne partent plus en vacances, etc. Et qui voient leur père à la maison quand ils rentrent de l'école. Ça crée un décalage. Juste avant de nous quitter, parce que vous êtes des acteurs, j'imagine, vous aiguillonnez, sollicitez les pouvoirs publics et ceux qui nous gouvernent. Quelles sont vos deux propositions ? Qu'est-ce que l'on doit faire urgemment, que le nouveau président ou présidente qui arrivera en avril prochain doit faire urgemment ? Les deux mesures pour vous, Vincent Godbout. Sur la question de la santé, évidemment, donc c'est aller beaucoup plus vite sur l'expérimentation de Pôle emploi et sortir des 12 agences, mais passer à 1000 ou 2000 agences. Généraliser le dispositif de prise en compte par l'agent. L'agent des problématiques de santé. Alors, tout en ayant conscience des problèmes derrière, mais que les gens soient formés, sensibilisés à cette question. Et à l'écoute de ça. Et à l'écoute. Et la deuxième proposition qu'on aurait à faire sur le champ de la santé, on en a d'autres, on en a une dizaine d'autres, mais sur le champ de la santé, ce serait que les chercheurs et chercheuses d'emploi bénéficient de visites médicales régulières, spécifiques à des personnes qui sont au chômage. Ça veut dire derrière... Intégrer à la médecine du travail. Intégrer à la médecine du travail et que les médecins de ville aient au cours de leur cursus de formation un module de sensibilisation à c'est quoi le chômage. À l'intérieur des universités de médecine, fac de médecine, donc dès la formation. Dès la formation. Sophie Fesneau, vos propositions concrètes, si vous aviez à vous exprimer face aux candidats à l'élection présidentielle. Alors, on est évidemment en phase chez Force Femmes avec les propositions de Vincent. Nous, il fait une petite moue, hein, Vincent. Non, c'est pas les propositions de Vincent, c'est les propositions de SNC, mais...
d'une pas de modestie. problème. De Vincent, représentant SNC. Allez-y, Sophie. Et donc, pour nous, c'est vraiment le fait, quand vous parliez tout à l'heure, de changer les méthodes, de faire évoluer les méthodes de recrutement. Donc, on travaille beaucoup, nous, avec des entreprises et des cabinets de recrutement sur ce sujet-là, pour la question des seniors et notamment pour la question des femmes. Très important. Et on milite aussi beaucoup sur le fait que si elles arrivent chez nous, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment formées et sensibilisées sur les 10 ans avant que le problème ne se pose, en fait, dans les entreprises. Et on pense que c'est vraiment à ce moment-là que tout se joue. Donc ça joue dans l'entreprise. Oui, oui. Eh oui. Oui, tout Et à fait. comme dit- Ça se joue aussi dans l'entreprise. Vous êtes Et d'accord? comme dit Sophie pour Force Femmes, il faut effectivement qu'il y ait un grand programme de prévention du chômage qui soit mis en place, notamment avant la deuxième Donc, partie de c'est comme- carrière. Excusez-moi, et encore une fois, c'est pas impropre, mais comme pour les maladies, on peut les éviter si on fait un gros Oui. travail de prévention. C'est C'est une ça l'idée quand même. conviction. Oui. Dans cette C'est une idée conviction. d'une préparation psychologique, dans l'idée que, et vous l'avez répété plusieurs fois, un jour, peut-être, vous passerez par une phase de chômage. Et donc il faut la passer dans les meilleures conditions. C'est ça aussi votre message. C'est exactement ça. Et chacun d'entre nous avons notre rôle à jouer. C'est vraiment une responsabilité de citoyen, une responsabilité citoyenne que de dire à nos voisins, à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, tu tombes au chômage, tu te fais accompagner le plus vite possible. Ça sera le message de notre émission. Oui, tout à fait. C'est Merci. aussi le message de Force Femmes. Le plus vite possible, effectivement, rejoignez-nous. La santé au risque du chômage, une synthèse mars-juin 2021 avec presque 1000 personnes interrogées. Force Femmes, territoire zéro chômeur, la cravate solidaire et solidarité nouvelle face au chômage. Ça, c'est ce document avec des statistiques, des graphiques, plein de choses pour les chercheurs et ceux qui sont à Pôle emploi qui veulent s'y intéresser. Merci à Vincent Godbout, le directeur, le délégué général solidarité nouvelle face au chômage. Et merci à Sophie Fesneau. Vous êtes la directrice générale de l'association Force Femmes. Allez rapidement, le plus vite possible, voir des associations si vous sentez que ça fléchit. Ne vous isolez pas. Voilà le message de notre débat. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Et vous revenez évidemment quand vous le souhaitez dans notre émission. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va avoir un recruteur. Peut-être a-t-il entendu notre débat sur les transformations des techniques, modèles de recrutement. On accueille Thierry Bismuth et il nous parle des indépendants. Oui, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui veulent aussi créer leur entreprise. On en parle avec lui, les indépendants.